Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo où nous allons poursuivre la partie du cours qui s'appelle Interaction et mouvement. Nous allons nous poser une question, pour commencer, extrêmement simple, qui est comment donner naissance à un mouvement ou comment modifier un mouvement. Alors, c'est très simple parce que voilà, je vous montre la réponse directement. Voilà, si on veut mettre en mouvement une balle, ben, il suffit de la lancer et elle va avoir un mouvement. Donc il faut avoir finalement une action sur cette balle. Si on n'a pas d'action sur la balle, si elle est par terre et qu'on n'y touche pas, elle va rester par terre tout le temps. Voilà, par contre, si on a une action sur la balle, on va lui donner un mouvement. Ici, on a une deuxième vidéo où on a une main qui n'a pas d'action sur la balle, si ce n'est de lâcher la balle, mais la balle se met quand même en mouvement. Donc ça veut dire que la balle subit une action. Ici, c'est pas de la main, mais c'est de la terre qui attire la balle. Une troisième vidéo où on voit voilà, une petite bille métallique qui passe devant un aimant. Alors c'est pas l'aimant qui met dans cette expérience-ci la bille en mouvement. Il y a peut-être sûrement une main ici qui pousse la bille pour la mettre en mouvement. Par contre, on voit que l'aimant a modifié le mouvement, il a modifié la trajectoire de la bille. Alors dans la suite, nous allons nous intéresser à comment modéliser, représenter ces actions, et un peu plus tard, on verra comment les quantifier, c'est-à-dire comment calculer la valeur de ces actions. Mais dans un premier temps, euh, intéressons-nous à quelque chose de particulier qu'ont ces actions. C'est que si on considère un système, il va subir des actions de l'extérieur. Mais en contrepartie, ce système va lui aussi euh, avoir une action sur l'extérieur. En fait, une action est toujours le fruit de ce qu'on appelle une interaction. C'est-à-dire que notre système, il subit une action, mais lui aussi a une action en contrepartie sur l'extérieur. C'est le principe des actions réciproques qu'on appelle aussi troisième loi de Newton. Pour bien éclairer ce que je viens de dire, on va s'intéresser à cette situation où on a un escaladeur qui est retenu par une corde. Alors, si je m'intéresse à l'escaladeur, effectivement, la corde, clairement, elle a une action sur lui, elle le retient parce que sinon il tombe. Mais en contrepartie, l'escaladeur, il a une action sur la corde. Et ça se voit, la corde, elle est bien tendue quand l'escaladeur est au bout. Ce qui n'est pas le cas quand il n'y a rien au bout de la corde. Donc, on voit bien que les deux sont en interaction, c'est-à-dire que l'escaladeur a une action sur la corde et la corde, elle aussi, a une action sur l'escaladeur. Que peut-on dire de ces deux actions? Ben, clairement, il y en a une qui retient vers le haut, alors que l'escaladeur, lui, tire vers le bas. Donc, elles sont opposées en sens. Mais en termes de valeur, ben, en termes de valeur, elles sont exactement identiques. La preuve dans cette petite vidéo, ici, où on va mettre en suspension dans l'eau un petit morceau de fer et un petit aimant. Et donc, voilà, donc le petit morceau de fer, pardon, le petit aimant et le petit morceau de fer, ils sont tous les deux dans des bouchons, et on va voir que les deux vont progressivement s'attirer et avancer l'un vers l'autre avec exactement la même vitesse, montrant que finalement il n'y en a pas un qui attire plus l'autre, que les deux s'attirent avec la même intensité, et c'est pour ça, on les voit ici, qui se rapprochent tous les deux à même vitesse l'un de l'autre. Voilà. Donc ces actions, elles ont même valeur, et elles sont juste de direction opposée. Voilà. Ici, la petite bille, quand elle passe devant l'aimant, bah, l'aimant attire la petite bille, mais en contrepartie, la petite bille attire aussi l'aimant dans la même direction. Alors dans ce cas-ci, ben, l'aimant, a priori, il se met pas en mouvement, il est peut-être retenu, il est peut-être très lourd, donc voilà, enfin il y a quelque chose qui le retient en tout cas, mais on voit bien que si la petite bille on la retient, elle est capable d'attirer elle aussi l'aimant. Donc les deux objets, petite bille et aimant, ont une action l'un sur l'autre, des actions qui ont même valeur, qui sont juste de direction opposée. Alors, on va maintenant commencer à se demander comment on peut représenter ces actions. Mais d'abord, on va voir un outil qui permet de lister les actions que subit un système et de les différencier parce qu'on va voir qu'il y a deux grands types d'actions. Alors, je vais m'intéresser ici sur cette image toujours à l'escaladeur. Donc, le système que j'étudie, c'est l'escaladeur. C'est pas la corde, c'est vraiment l'escaladeur. Et je vais essayer de voir quels sont les objets extérieurs à lui qui ont une action sur lui. Alors, dans un premier temps, donc je vais placer ici mon escaladeur dans une bulle centrale et je vais essayer de voir autour de lui quels sont les objets qui ont une action sur lui. Donc, on a dit, il y a la corde qui a une action sur lui. Parce que sans la corde, il tombe.
Et pourquoi il tombe sur la corde? Ben, parce qu'il y a la Terre aussi qui a une action sur lui qui l'attire. Donc voilà, j'ai deux objets finalement qui ont une action sur l'escaladeur, la Terre et la corde. C'est pas le même type d'action. Alors ces actions, je vais les représenter par des doubles flèches. Des doubles flèches parce que d'abord c'est des interactions, ça veut dire que l'escaladeur euh, exerce une force sur la corde et que la corde exerce une force sur l'escaladeur, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ici, je vais prendre une double flèche pleine qui symbolise une action de contact. C'est-à-dire que la corde a effectivement une action sur l'escaladeur, mais à condition de le toucher. Voilà. Donc on dit qu'on parle d'action de contact. Par contre, la Terre, elle, est capable d'attirer l'escaladeur sans avoir à le toucher. On parle d'action à distance, c'est pour ça et là on mettra une double flèche en pointillé. Voilà, alors ce genre de diagramme, là, objet interaction, ça permet donc de trouver, de réfléchir, de trouver les objets extérieurs qui ont une action sur notre système et de se poser la question de savoir si c'est des actions de contact ou des actions à distance. Mais maintenant, en physique, ces actions, on les modélise simplement avec un vecteur qu'on appelle une force. Parce que finalement, si je prends l'action de la Terre, elle attire chaque point de l'escaladeur, chaque point du corps de l'escaladeur. Donc c'est une action globale sur l'ensemble de notre système. Nous, on va modéliser tout ça, on va simplifier tout ça en utilisant simplement une flèche, qu'on appelle de façon rigoureuse un vecteur. Ce vecteur, il représente la force de la Terre sur notre escaladeur. Alors, pour bien comprendre, la Terre elle a une action sur l'escaladeur, elle a une action sur chaque atome de l'escaladeur. Nous, on va simplifier tout ça. Donc cette simplification, c'est ce qu'on appelle une force. Et cette force, on va finalement la faire porter par le centre de gravité de l'escaladeur. Et pareil pour la corde, l'action de la corde, on va la modéliser par une flèche, un vecteur qu'on appelle une force. Alors, ces vecteurs, on sait qu'ils ont quatre caractéristiques, une origine, un sens, une direction et une valeur. Alors, ces forces, leur origine, donc c'est-à-dire l'origine de la flèche, on la placera toujours sur le corps qui subit l'action. Donc ici, moi, je m'intéresse aux forces subies par l'escaladeur. Donc, toutes mes flèches, je vais les faire partir de l'escaladeur. Alors, toutes mes flèches, il n'y en aura que deux. On a vu tout à l'heure que l'escaladeur est soumis à deux actions, celle de la Terre et celle de la corde. Donc, si j'ai deux actions, j'aurai que deux flèches. Mais ces deux flèches-là, leur origine sera placée sur l'escaladeur parce que c'est à lui qu'on s'intéresse. On essaye de chercher et de représenter les forces qu'il subit. Donc l'origine de ces forces, ça sera bien sur lui. J'insiste parce que bien souvent, l'origine des vecteurs est mal placée par les élèves. Ensuite, la direction et le sens de la flèche, du vecteur force, coïncideront avec la direction de l'action que subit le système. Et la longueur de la flèche va être proportionnelle à la valeur de la force que l'on exprime en newton, et on verra un peu plus tard comment on peut calculer des forces. Alors, ici, la force de la corde. Je l'appelle T, comme tension de la corde. C'est une action de contact, donc je la fais partir du point de contact. Alors ici, c'est vrai que j'aurais pu la faire partir d'un peu plus bas, parce que la corde, on voit que le point de contact est environ ici, au niveau du baudrier. En tout cas, voilà, je fais partir au niveau du point de contact. Maintenant, quelle est l'action de la corde? Dans quelle direction la corde elle agit? La corde elle agit vers le haut, elle tire l'escaladeur vers le haut. Donc c'est pour ça que la force, je la fais aller verticale et vers le haut. Donc la force suit la corde et c'est aller vers le haut parce que la corde retient l'escaladeur vers le haut. Maintenant ici j'ai pas pris d'échelle particulier parce que j'ai pas vraiment la valeur de la force, mais mettons que si la force faisait 100 newtons, moi j'aurais décidé une échelle pour dire que par exemple pour 20 newtons j'utilise 1 cm, donc j'aurais fait une flèche de 5 cm de haut. Voilà. Maintenant l'action de la Terre. L'action de la Terre attire l'escaladeur vers le bas. Donc je vais faire une flèche qui va vers le bas. C'est une action à distance. Donc les actions à distance, on les fait partir du centre de gravité de l'objet, c'est-à-dire du centre de l'objet. Voilà. Donc je répète, pour les forces de contact, pour les forces qui modélisent une action de contact, on part du point de contact. Et pour les forces qui modélisent une action à distance, on part du centre de l'objet. Un deuxième exemple, pour terminer. Ici, j'ai une balle de tennis qui repose sur un sol.
tout simplement, sur le court de tennis. Donc, si je fais rapidement le bilan des actions grâce à mon diagramme objet-interaction, je vois que la balle, elle est en interaction avec deux autres systèmes, avec la Terre, le centre de la Terre, qui attire la balle, une action à distance. Mais la balle, elle est retenue par la surface du sol, parce que s'il n'y a pas de surface, ben, la balle, si je creuse un trou sous la balle, elle va plonger vers le centre de la Terre. Donc ça veut dire que la surface du sol l'empêche de plonger vers le centre de la Terre. Donc le sol a une action sur la balle qui, là, va être une action de contact. Pour retenir la balle, le sol a besoin d'être en contact avec elle. Donc j'ai donc deux actions, j'ai donc deux systèmes qui ont une action sur ma balle. Donc je vais avoir deux forces à représenter. Tout d'abord, la force de la Terre, qu'on note P, P comme poids. C'est comme ça qu'on appelle la force de la Terre sur la balle. Donc c'est une force qui est toujours verticale et vers le bas, parce que la balle est attirée vers le centre de la Terre. Et le sol, cette force, on l'appelle en général R comme réaction du sol. C'est une force qui est en réaction au poids. Finalement, c'est une force de contact. Donc je fais partir du point de contact, ici, entre la balle et le sol. Le sol, il retient la balle vers le haut, donc je fais une flèche qui part vers le haut. Voilà pour ces deux exemples, et vous allez pouvoir en traiter d'autres par la suite. Voilà un petit exercice pour commencer, d'ailleurs, que vous allez pouvoir faire par vous-même. Le lien vers la page se retrouvera dans l'activité que vous allez devoir faire. Alors je vous montre, c'est un exercice qu'on peut faire donc sur Internet en utilisant un navigateur de type Mozilla ou Edge qui supporte bien les animations Flash. Et donc vous allez avoir différentes situations, 6 situations. À chaque situation, vous allez étudier un système. Ici, c'est le planeur. On a un planeur là qui est relié, qui est retenu par un fil. Donc c'est lui que l'on étudie et on essaye de représenter une force particulière qui s'exerce sur le système. Ici, on veut représenter la force exercée par la corde sur le planeur. Et donc vous avez ici un vecteur qui représente cette force et vous allez pouvoir le manipuler. Donc prendre son origine, le déplacer et valider votre réponse une fois que vous aurez placé correctement votre vecteur. Alors ici, je m'intéresse donc au planeur, donc je sais que l'origine de ma force doit partir du planeur parce que c'est lui qui subit la force. C'est une force exercée par la corde, donc c'est une force de contact. Donc l'origine du vecteur doit partir du point de contact entre le planeur et la corde. Et puis je dois mettre la force dans la direction qui correspond à l'action de la corde sur le planeur. L'action de la corde retient le planeur dans la direction même de la corde. Donc il faut que je mette mon vecteur rouge ici. Voilà. Alors la longueur, ici, il n'y a pas d'échelle, donc c'est une longueur arbitraire, vous choisissez la longueur. Et puis normalement, si c'est bien placé, alors il faut faire attention, l'animation est très susceptible, il faut vraiment bien placer l'origine du vecteur, sa direction et son sens. Et puis je valide, si c'est bon, voilà. Ici tout est bon, origine, direction et sens sont bons, donc c'est bon, je vais pouvoir passer à la diapo suivante. Et donc voilà, à vous de faire par la suite les autres situations.